Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Natif de Chamonix, Vivian Bruchet est devenu guide de haute montagne assez naturellement. Il aime transmettre sa passion pour les sommets sur les réseaux sociaux et dans ses films, mais aussi imaginer des projets d'expédition au long cours. Ensemble, on discute de ses dernières réalisations, de ses réussites et de ses échecs. Acteur aux premières loges du changement climatique, nous avons aussi beaucoup discuté de la montagne aujourd'hui et des méthodes d'adaptation pour demain. Merci beaucoup encore une fois à l'IF3 Chamonix d'avoir permis cette rencontre en novembre 2023. Pentraide et transmission, la montagne comme terrain de jeu, avec Vivian Bruchet, c'est l'épisode 51 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonne écoute. Bonjour Vivian. Bonjour. Et merci beaucoup d'être invité du camp de base. Je suis skieur de Pentraide, et quand j'ai préparé cette interview, je me suis presque dit qu'on aurait pu se demander si la dynamique de la Pentraide, c'était pas un truc de guide de haute montagne avec Tiffaine Duperrier, avec Boris Langenstein. Mais finalement, on va décrire ce qui, toi, te fait te lever le matin dans ce sport qui est le ski de Pentraide. Mais avant de commencer, je vais te poser la question que je pose à tous les invités du camp de base. C'est quoi ton camp de base ? Il est où et il est composé de quoi ? Alors mon camp de base, c'est Chamonix. Moi je suis né, j'ai grandi à Chamonix. J'ai été bercé par les montagnes, par la verticalité qu'il y a au-dessus de la maison. Et donc j'y vis, je m'épanouis, j'y dessine ce que j'aime dessiner. Et voilà, mon camp de base, il est ici. Mes racines aussi, je dirais qu'elles sont ici. Ok. T'as essayé d'aller habiter ailleurs ou c'est vraiment, tu t'es toujours dit, c'est Chamonix, rien d'autre ? Alors, j'ai jamais habité ailleurs, non. J'ai un petit peu bougé dans la vallée, c'est-à-dire entre le haut de la vallée et le bas de la vallée de Chamonix. Déjà, pour moi, c'était un gap. J'ai jamais eu envie de bouger et en même temps, ce qui aurait pu me faire bouger, c'est-à-dire les études ou quoi... j'ai pas forcément étudié bien loin, donc j'étais à Chambéry et puis donc je rentrais les week-ends. Donc non, j'ai jamais été attiré par autre chose que cette vallée. C'est quoi ton premier souvenir de glisse ? Bonne question. Premier souvenir de glisse, je dirais, c'est un petit domaine sur le haut de la vallée de Chamonix qui s'appelle la Vormen, qui est tout à fait plat et où je venais skier. Et on avait une petite compétition qui s'appelait la Fête de la Neige. Et la Fête de la Neige, j'en ai des souvenirs parce que c'était un peu du ski comme j'aime encore aujourd'hui. C'était du jeu. Donc voilà, des virages relevés, des tunnels. Donc j'ai ces souvenirs-là, j'ai l'impression. Et donc ça s'est imprégné en toi et t'as l'impression que c'est un peu ce qui est resté maintenant. Ah oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'aime, c'est forcément, oui, c'est la glisse, mais c'est avant tout jouer avec le terrain, jouer avec la technique et les outils que je peux avoir. Donc j'aime beaucoup parler de jeu à travers le ski, c'est clair. Comment se dessine ton envie d'être guide de haute montagne ? Extrêmement naturellement, très naturellement. C'est-à-dire que j'ai eu des années de compétiteur en ski alpin qui ont été vraiment ma formation. Et une fois que j'ai arrêté un peu la compétition plutôt à haut niveau, très naturellement, j'avais envie de
de prendre les remontées mécaniques au-dessus de chez moi, puis d'aller voir un petit peu ce qui s'y passait. Et finalement, parcourir la montagne avec les copains, ça m'a amené très très naturellement au métier de guide. Et parallèlement, je passais aussi le monitorat de ski. Donc en fait, j'avais déjà cette vocation de transmettre. Donc voilà, je me suis jamais vraiment posé la question, tiens, je vais devenir guide. Ça a été tout à fait naturel en fait. Elle est très importante, cette question de la transmission, c'est la question du patrimoine et un patrimoine immatériel qu'est la montagne et nos modes de vie en montagne. Si tu devais me donner quelques éléments, toi, qui te semblent extrêmement intéressants de cette montagne de 2023, si on devait réécouter le podcast dans 100 ans, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'on garde ? La montagne de 2023, ce qui reste quand même, pour moi avant tout, c'est la passion quand même, cette passion de la montagne, de l'aventure, aussi de cet environnement naturel spectaculaire en fait aussi. Quand tu montes au sommet de l'aiguille du Midi, que tu te retrouves là-haut, que tu as les glaciers qui partent, le sommet du Mont Blanc qui est devant toi, c'est des terres d'émotion. C'est là où tu vis, tu vis des choses très très intenses en montagne. Donc la montagne de 2023, forcément, c'est pas forcément la même que celle qu'il y avait il y a 100 ans. Ça sera plus forcément la même non plus dans 100 ans, c'est sûr. Je pense que l'alpiniste, le skieur, on aime s'adapter. On aime s'adapter aux conditions, on aime s'adapter à la météo forcément, et puis aussi au changement de nos montagnes. Donc on en est tout à fait conscient, on en est témoin, on voit les choses qui changent. Mais en attendant, on se doit de s'adapter et de la réinventer aussi. Réinventer sa pratique, réinventer aussi la manière d'y accéder. Donc il y a plein de belles choses pour les 100 prochaines années qui arrivent. C'est hyper intéressant parce que tu as un discours très optimiste. Quand on parle de la mer de glace, on a beaucoup de discours très pessimistes. On a toujours cette photo du glacier il y a 100 ans et puis du glacier aujourd'hui. On a beaucoup de films qui témoignent de cette disparition du glacier, de notre écosystème, de la fonte de cette langue de glace qui venait jusqu'ici avant. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi optimiste ? C'est réel, ce que tu viens de dire sur le fait que effectivement, les glaciers ils fondent, ils changent, etc. Et forcément, on le voit, on le ressent, et puis surtout, encore une fois, on le vit. Donc, mais j'ai pas envie de rentrer. J'ai l'impression qu'un discours trop alarmiste sur la montagne, pour moi, déjà, c'est quelque chose qui me fait peur, quelque part. Donc, vu que ça me fait peur, j'ai pas forcément envie d'être trop ancré que sur le côté négatif, mais plutôt de faire le constat de ce qui se passe et d'essayer de l'imaginer d'une meilleure manière pour se projeter mieux. Je pense que nous, en tant que guide, en tant que montagnard, on est aussi les premières personnes qui pouvons transmettre de l'éducation aussi, d'une part à nos clients, là c'est très rapide, mais aussi à travers notre langage, à travers notre approche de la montagne, etc. Donc, je pense que c'est aussi à nous d'écrire un peu le futur pour que justement cet impact il soit inférieur. Mais bon, tu vois, quand on se dit inférieur, on ne sait pas forcément si vraiment ça va diminuer. Ça, c'est sûr que c'est un peu la crainte. Mais voilà, moi j'ai envie de garder un discours ensoleillé. Je préfère les faces sud que les faces nord, tu vois, typiquement. Alors justement, tu parles de l'adaptation de vos sports aujourd'hui. Comment ça se décline dans ta pratique au quotidien ? Tu as déjà beaucoup de mix entre les différentes disciplines, c'est-à-dire que c'est sûr que moi, ma spécialité, c'est le ski de pentraide, mais avant tout, c'est de faire de la montagne. Donc dans le ski de pentraide, tu as un mélange de ski et d'alpinisme, donc il faut grimper avant de skier. Mais après, tu as plein de nouvelles disciplines qui arrivent. Je pense au parapente, je pense aussi le vélo, par exemple. Typiquement, pour aller chercher la neige un petit peu plus haut en altitude, que ce soit à l'automne ou au printemps, on va utiliser le vélo électrique, par exemple, qui va nous faire monter 1000 mètres de dénivelé pour aller choper la neige et ensuite skier. Et donc, en fait, c'est des combinaisons de différentes disciplines qui font que notre pratique, elle évolue. C'est rester inspiré par toutes les nouvelles énergies qui arrivent à travers le sport.
C'est d'ailleurs aussi, tu vois, l'alpinisme est très proche aussi de la navigation et des océans. Donc, je pense qu'on s'inspire de toutes ces terres d'aventure et du coup, je pense que c'est ça, c'est de combiner un peu toutes ces dynamiques pour faire de l'alpinisme. Toi, t'as déjà allé naviguer sur un océan? Et non. Bah, tu Non. vois, c'est marrant parce que je pense à Julia Vira, Oui, très bien. Ouais. qui est en Bretagne et qui fait des choses incroyables, qui était guide de montagne, qui est toujours guide de montagne et qui navigue beaucoup. On a plusieurs exemples. Ici à Chamonix, on a aussi Aurélien Ducrot qui a été champion du monde de freeride et qui maintenant, là, il est sur la Jacques Vabre. Donc, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est ça. On se rejoint en fait sur plutôt une manière de penser et une manière plutôt sur des valeurs que vraiment sur une pratique spécifique. Donc, on a quand même un discours commun sur qu'est-ce qui nous fait rêver, quoi, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rêver, toi? Alors, beaucoup de choses me font rêver. D'ailleurs, j'ai l'impression, et souvent je me dis que j'ai trop de rêves. J'en ai trop et j'ai du mal à aller au pas bout. nécessaire, c'est ça? Ouais, c'est assez impressionnant là-dessus. Bon, ce qui me fait rêver, je dirais quand même, c'est d'être épanoui. Au-delà d'une performance ou au-delà d'une réalisation, je pense que c'est de me sentir bien avec ce que je fais. Et pour se sentir bien avec ce qu'on fait, faut trouver soi-même ses propres limites, faut aussi fixer soi-même ses propres objectifs. Et voilà, trouver son chemin, trouver sa vie, etc. C'est plutôt, c'est ça, plutôt mon rêve en fait. Voilà, de trouver un chemin qui est en adéquation avec mes valeurs, avec qui je suis et ceux qui m'entourent aussi beaucoup, le côté familial, etc. Je dirais que c'est ça. Tu es très productif en termes d'image et tu as énormément de projets chaque saison. Comment est-ce que tu les planifies et comment est-ce que tu les choisis, justement? Alors, je planifie rien du tout. En fait, je suis beaucoup sur l'instant. Alors, forcément, j'ai des projets plutôt, on va dire, sur le domaine de la performance ou des objectifs que j'ai envie de réaliser. Alors, je m'en fixe pas un certain nombre. Je me dis juste, j'en ai une grande liste. Et puis, du coup, petit à petit, en fonction des conditions, de la météo, de comment je me sens, des gens que je trouve aussi qui peuvent venir avec moi, je me lance. Et finalement, à la fin d'une journée, forcément, je filme beaucoup. Parce que, du coup, moi, j'aime bien créer du contenu qui est très authentique et qui est très simple. Donc, finalement, c'est du téléphone, c'est un peu de drone. Mais voilà, c'est des caméras embarquées, forcément. Mais c'est pas non plus des grosses productions. Donc j'aime beaucoup cette liberté en fait dans le fait de pouvoir créer du contenu. Et j'ai l'impression qu'à chaque journée, il y a un message pour moi. Qu'est-ce que j'ai appris de cette journée? Qu'est-ce que j'ai envie de dire de cette journée? Et de là, après, c'est un peu de l'écriture dans ma tête et puis un peu aussi par écrit, qui est en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un texte en relation avec une image. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire rayonner ce que je fais. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait du sens. Je ne vais pas le faire juste pour faire de la communication. Je vais le faire parce qu'il y a un sens derrière ou je préfère prendre un peu plus de temps et je prends d'ailleurs beaucoup de temps pour créer du contenu. Mais en tous les cas, il faut que pour moi, il y ait du sens. Et j'ai l'impression quand même que quand il y a du sens, plus il y a du sens en fait, et forcément, plus ça marche. Plus ça marche. Donc, voilà. C'est intéressant cette histoire de sens en lien avec les réseaux sociaux parce que on est quand même sur plutôt une société du scrolling où on prend pas le temps. Donc pour toi, un contenu qui a du sens, c'est quoi? Typiquement, tu peux très rapidement te faire aspirer par en fait, effectivement, juste créer du contenu pour créer du contenu et qu'il n'y ait pas de fond derrière. Et c'est vrai que c'est facile de se faire un peu aspirer là-dedans. En même temps, c'est aussi notre métier, tu vois. Quand tu vis un peu du sponsor, etc., il faut aussi exister sur ces réseaux. Et donc, tu peux être très vite tenté de juste montrer que ce que tu fais, c'est bien, etc. Mais au final, je pense que voilà, pour construire des choses dans le temps, il faut quand même qu'il y ait un message. Vaut mieux un contenu qui est
peut-être un peu moins gros et partagé qu'une seule vidéo qui a cartonné, qui a fait le buzz, etc. Je préfère que ça reste vraiment en adéquation avec ce que je pense. Aujourd'hui, tu présentes un film à l'IF3 qui s'appelle The Polar Star. Ça se passe sur les îles de Baffin. On dit Baffin peut-être Baffin, moi je dis Baffin. Baffin. Ouais. C'est dans l'Arctique américain. Mhm. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter, nous présenter ces paysages que les auditeurs ne verront qu'à travers ta voix? En fait, Terre de Baffin, déjà dans un imaginaire de skieur, moi, quand on m'a proposé d'aller là-bas, je me le représentais, c'est des espèces de tours granitiques de plus de 1000 mètres de haut, avec des profonds couloirs qui rayent un peu toutes ces barres granitiques. Ça fait un peu un système de fjord, donc vraiment l'océan qui rentre à l'intérieur des terres et qui a formé vraiment des reliefs qui sont gigantesques. Et donc pendant cette période hivernale, l'eau elle est gelée, donc ça crée vraiment la banquise. Donc tu te déplaces et tu vis en fait sur un océan gelé. Et donc on campait à un endroit et de cet endroit-là on rayonnait pour aller chercher différents couloirs. Les couloirs sont jamais forcément très raides ou vraiment extrêmes comparé à ce qu'on arrive à faire ici dans les Alpes. Mais voilà, la qualité de neige, le froid aussi conserve vraiment beaucoup la neige. Et aussi, le roi là-bas, c'est quand même l'ours polaire. Donc en fait, tu te sens tout petit. J'avais le sentiment d'être regardé un peu tout le temps par une espèce de nature. Donc voilà, tu te sens vraiment tout petit, vraiment vulnérable au milieu de ces grandes montagnes qui finalement culminent pas très haut en altitude. Donc il n'y a pas un ressenti d'altitude que nous on a ici à Chamonix, mais voilà, la beauté vient de ces faces granitiques, quoi. Donc du coup, c'est du gris et du blanc, quoi, si on doit se le représenter, c'est ça? Beaucoup de blanc, Ouais. beaucoup de blanc, et effectivement des big walls de granit gris. Ok. C'est la première fois pour ce projet que tu y allais? Oui, ouais. En fait, ça a été un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire que c'est un athlète américain, un skieur qu'on se suit justement via les réseaux sociaux depuis quelques années, et puis on a échangé un coup simplement par message en disant bah tiens j'aime bien ce que tu fais, lui il me dit bah j'aime bien ce que tu fais aussi, et puis il m'explique qu'il a un projet en terre de Baffin et qu'il a une place pour que je vienne, et du coup j'ai accepté volontiers parce que tu avais d'une part la découverte d'un environnement et d'une destination, puis aussi la rencontre avec un autre athlète qui s'appelle Cody Townsend, qui est au jour d'aujourd'hui, il reste quand même un skieur vraiment remarquable sur toute la carrière qu'il a pu avoir déjà avant. Il vient beaucoup plus du milieu du freeride que moi qui arrive plutôt du côté montagne. Et donc c'est la rencontre aussi de deux personnages et de deux univers. Donc ça j'aimais bien. Donc tu as fait beaucoup d'expéditions, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué, soit parce que ça s'est bien passé, soit parce que ça s'est mal passé, soit parce que l'enseignement a été incroyable? Et quand je dis incroyable, ça peut être positif ou négatif, d'échec ou de... Alors j'ai les deux. C'est-à-dire que alors je rentre cet été, j'ai passé 2 mois et demi en Amérique du Sud pour un magnifique voyage où j'ai pu partir déjà un premier mois en famille, et ensuite je suis resté 1 mois et demi de plus vers le Fitzroy et le Cerro Torre. Et là on a fait une magnifique expédition incroyable où on a tout eu. On a eu du beau temps, des conditions météorologiques très très stables. Et on a vraiment pu exprimer le ski qu'on avait envie de venir exprimer là-bas, du ski très technique. On a skié tout proche du Fitzroy, on a ouvert beaucoup d'itinéraires là-bas. Donc je pense quelque part c'est aussi un voyage qui va marquer quelque part aussi probablement même une génération de skieurs là-bas. Donc là tu as tous les éléments pour que ça marche, et c'était magnifique. Donc je dirais que ça c'est la super belle expérience, c'est celle qu'on vit pas tout le temps quand même.
L'autre expérience, et justement qui est un peu dans l'autre sens, une expédition l'année dernière sur un 8000 au Dhaulagiri. Donc une tentative pour gravir un sommet, en faire la première descente. C'était un des rares 8000 à jamais avoir été skié. Finalement, voilà, mauvaise météo, mauvaises conditions. On était un groupe de 6, donc on était quand même un groupe assez gros. Et donc c'était très compliqué aussi, vu que les conditions n'étaient pas simples, de trouver le bon axe et les bonnes motivations pour chacun dans cette expédition. Donc voilà, ça s'est soldé qu'on n'a pas réussi à faire le sommet. Bon, cette année-là, personne n'a réussi à faire le sommet. Mais je pense qu'à un moment donné, dans nos prises de décision, on aurait pu être meilleur et on aurait pu se diriger vers d'autres objectifs qui étaient différents. Et on aurait pu un petit peu mieux optimiser notre voyage et en faire quelque chose. Voilà, on optimisait plus notre déplacement, quoi. Ça a été, on va dire, l'enseignement que j'en ai tiré. Ok. Et tu considères que c'est un échec ? Quelque part, oui, c'est un échec. Tu as l'échec sportif, mais ça, on y est habitué parce que la montagne est l'imprévisible et que des fois, il faut juste aussi dire on rentre parce que là, ça va pas. Voilà, je pense que ça, encore une fois, je disais qu'on sait s'adapter, on aime s'adapter quand on fait de la montagne et quand on la pratique tous les jours. Donc, faire demi-tour fait clairement partie de notre discours et ça, c'est pas un échec pour moi. Ça n'a jamais été un échec de faire demi-tour. Par contre, l'échec, il était plutôt, encore une fois, de trouver une motivation commune dans le groupe pour pouvoir faire d'autres sommets, parce que finalement, à plus basse altitude, on aurait pu réaliser des descentes qui auraient pu être super intéressantes quand même. Donc, on s'éloignait de l'objectif premier, mais on voyait que c'était pas bon. Et c'est là où, plutôt humainement, c'était plutôt un échec humainement que sportivement, c'est sûr. Tu sais, c'est rigolo parce que je dois avoir fait, 60 épisodes du camp de base. Le premier épisode, c'était un épisode avec Tiffaine Duperrier. Et c'est la seule fois où j'ai posé la question de qu'est-ce qui fait un bon compagnon de cordée ? Et c'est rigolo parce que c'est la question qui me revient maintenant. Alors que ça fait 60 épisodes qu'on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui fait alors un bon compagnon de cordée ? Alors, la cordée, elle est vraiment essentielle. Et en plus, Tiffaine, c'est une très bonne copine. Et en plus, on est très souvent en discussion pour faire des projets ensemble. Tu as aussi présenté Boris, qui sont vraiment justement ce binôme Tiffaine et Boris au jour d'aujourd'hui, qui font des grandes réalisations en haute montagne. Je trouve ça hyper inspirant. Et en pratiquant avec eux, on est clairement dans la même intention. En fait, on est dans une vision justement de guide qui parcourt la montagne et qui essaye de faire ce qu'il peut, comme il peut, avec ce qu'il a. La cordée, forcément, elle est essentielle. Et c'est pas évident, forcément, de parler de cordée quand tu fais du ski. Parce que en ski, quelque part, tu fais tout le temps du solo. Alors, forcément, on va être en cordée, mais les moments où on s'encorde, c'est sur les accès, donc sur les glaciers à plat, pour pas tomber dans une crevasse. On va garder la corde souvent pour passer la rimée, qui est vraiment la zone de rupture entre la pente et le plat. Mais une fois qu'on a passé ça, qu'on arrive dans des difficultés, là on enlève la corde et on commence à grimper en solo. Et la descente, elle est aussi en solo. Mais par contre, tu as quand même une vraie relation de cordée où on va beaucoup se regarder, on va toujours se garder à vue. Et finalement, celui qui skie devant, il n'a pas du tout le même rôle que celui qui skie derrière. Celui qui est derrière est plutôt là pour soutenir son leader devant et lui dire « Ouais, voilà, c'est bien » ou « Attends, passe plutôt à droite ». Il est aussi là pour le guider. Et puis, celui qui ouvre la pente, il ouvre la pente. Donc, il est devant, il est leader. Et c'est lui qui donne toutes les informations à celui qui est derrière. Est-ce qu'un bon compagnon de cordée, c'est aussi quelqu'un qui a les mêmes motivations que soi ? Oui, c'est sûr que, en tous les cas, la motivation, elle doit aller quelque part vers le même objectif. Alors, est-ce que c'est un objectif d'un sommet ? Est-ce que c'est un objectif justement de contemplation ? Aujourd'hui, on sort, mais c'est que pour faire des photos ou c'est que pour faire des repérages. Ok. Et nous, on insiste beaucoup dans la préparation de ce qu'on fait, dans cet échange, en fait, de bien situer quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on va y chercher. Et moi, j'ai quand même beaucoup d'idées, donc je suis souvent quand même à l'initiative des sorties, donc je vais plutôt chercher des gens et je sélectionne beaucoup en fonction
en fonction du projet, en fonction de ce que j'ai envie d'y faire, je sélectionne pas les mêmes personnes. Donc je sais que je vais pas proposer les mêmes choses à tout le monde. Donc ouais, c'est ça qui est important. Là, on est le 30 novembre 2023. Allez, on est à l'IF3 de Chamonix. C'est quoi tes projets pour la saison 2023-2024 ? Mis à part prier le dieu de la neige pour qu'il y en ait beaucoup, parce que pour l'instant, on m'a beaucoup répondu ça. Tu sais, moi, avec peu de neige, j'arrive à faire beaucoup. Je me rends compte de plus en plus. Et finalement, et d'ailleurs, même en tant que skieur, finalement, l'élément qui va m'inquiéter le plus, c'est la neige. Alors que j'y passe en nombre de journées par an, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est peut-être 250 journées par an, les pieds dans la neige. Les pieds ou les skis. Mais c'est un élément qui est un peu imprévisible, qui va changer avec le froid, le vent, la pluie, etc. Donc finalement, même dans des recherches, dans des itinéraires très techniques, on va rechercher souvent des montagnes sèches quelque part, parce qu'on sait qu'avec une montagne sèche, on s'éloigne un peu de l'élément neige, donc l'élément, on va dire, du risque d'avalanche. On va plutôt privilégier une neige qui est un peu dure, et donc ça, c'est aussi un gage de sécurité. Mais bon, je vais quand même dire qu'il faut évidemment qu'il y ait beaucoup de neige cet hiver, parce que la neige, elle nous fait rêver. Quand elle tombe dans le jardin, t'as envie d'aller glisser. Et les projets, en grande partie, ils vont être en tous les cas dans les Alpes pour tout le début de l'année, c'est sûr. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis sur un projet autour des 4000 des Alpes, avec l'envie de skier tous les 4000 des Alpes. Donc il y a 82 sommets qui culminent à 4000 mètres, donc ça fait quand même un paquet de descentes. Et ça fait déjà 5 ans que je suis sur ce projet, donc c'est un projet à long terme, c'est un projet dans lequel je peux amener tous les ingrédients que j'ai envie. Quelquefois, il y a des descentes qui sont classiques, des fois, il y a des premières, des fois, il y a des choses un peu plus simples, mais surtout dans les nouveaux ingrédients, c'est typiquement, on a fait un projet où on a accédé à ces montagnes en vélo, il y en a un autre, on a accédé en train. Enfin voilà, j'amène tous les ingrédients qui me font rire, quoi. Ça m'amuse. En même temps, ça m'amuse, mais encore une fois, il y a toujours un message derrière. Donc voilà, je m'amuse à travers ça. J'ai pas mal avancé dedans et j'aimerais continuer. Je serais content d'arriver au bout cette année. Je l'avais déjà dit à Paul, je l'ai redit à Marion. Vous êtes des alpinistes, des skieurs, des snowboarders hors pair. Les médias vous voient beaucoup par le prisme de la performance, ce qui, moi, souvent me gratte un peu. Du coup, il y a une question que je vais te poser, à laquelle tu peux répondre ou pas. Mais ce qui m'intéresserait, moi, de savoir, c'est qu'est-ce que c'est la question qu'on t'a jamais posée, que tu aurais adoré qu'on te pose, et à laquelle tu adorerais répondre? Non, alors celle-là, il va falloir que je réfléchisse pour répondre. Globalement, je suis hyper ouvert et j'ai pas de... Enfin, sur tous les sujets, je peux parler, ça va pas du tout me déranger. Sur ce côté performance, je pense qu'il faut quand même que dans ce qu'on fait en montagne, il faut quand même qu'il y ait de la performance, parce qu'au final, on peut pas que raconter des choses sans les avoir vécues un peu intensément. Enfin, tu vois, moi, je fais un peu la différence entre un athlète et un blogueur. Tu vois, un athlète, c'est quand même quelqu'un qui se consacre toute l'année à son entraînement. Et nous, c'est ce qu'on est. Moi, je vais m'entraîner. Je me fais quand même... j'essaie d'avoir un physique qui est vraiment fort pour pouvoir réaliser des projets. Donc, faire quand même la différence entre un domaine de performance, je trouve ça quand même important. Maintenant, écoute, non, j'ai pas. C'est une bonne colle pour moi. J'ai pas de questions. Souvent, on me pose des questions sur ma famille et sur le fait que je prends beaucoup d'engagement, que je vais m'engager dans des descentes alors que j'ai 2 filles. Et ça, je suis très content qu'on me la pose, cette question, au final. Elle est facile à me la poser en me disant tiens, tu prends beaucoup de risques dans ta pratique, mais en attendant, tu as des enfants à la maison, etc. Et j'aime beaucoup cette question parce qu'au final, et c'est comme ça que j'aime répondre, en disant
que en fait, moi, ce que j'ai envie de transmettre à mes filles, c'est ça, c'est de la passion, c'est de l'envie de s'investir dans des projets, de se préparer, de s'entraîner, de faire les choses en toute conscience, de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver et minimiser au maximum l'engagement. Alors, bon, des fois, tu dois t'engager, mais en tous les cas, quand les choses, elles sont quand même bien calculées, tu peux réussir à minimiser ce risque. Voilà, donc j'ai pas répondu du tout à ta question. Un peu quand même. Mais c'était ta question préférée. Ouais, ma question préférée, oui, c'est sûr. C'est le côté famille, ça me touche beaucoup. Et puis, je sais que voilà, c'est important de les impliquer aussi dans ce que je fais et qu'elles se disent pas, tiens, ouais, papa, papa, c'est un fou. Non, pas du tout. Et elles le savent que je suis pas fou. Super. Merci beaucoup Vivian d'avoir été l'invité du Camp de Base aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou Spotify. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter sur www.campdebase-podcast.com. À bientôt dans le Camp de Base. Rencontre au sommet.